J'ai dit à mon fils, le jour de son anniversaire, que je regrettais de l'avoir eu parce que j'avais toujours voulu une fille, et maintenant, ils logent chez ma sœur, et ils reviennent avec un avocat pour me poursuivre. Mon fils n'aurait jamais dû être un garçon, du moins, c'est ce que j'ai ressenti depuis le début. Je voulais une fille. J'avais prévu d'avoir une fille. J'avais déjà choisi des prénoms, acheté des vêtements, même un berceau rose. Quand j'ai appris que j'attendais un garçon, j'ai fait semblant d'être d'accord, mais au fond de moi, je savais que je ne l'étais pas. J'ai attendu, espérant qu'un jour, je finirais par l'aimer comme une mère est censée aimer son enfant, mais ce jour n'est jamais venu. Il a 16 ans aujourd'hui, et nous avons eu plus de mauvais jours que de bons. Il agit comme si j'étais la méchante de sa vie et, honnêtement, j'ai arrêté de faire semblant de m'en soucier autant qu'avant. Son père et moi avons divorcé il y a des années, et depuis, il me traite tous les deux comme une étrangère. Chaque visite ressemble à un jugement. La semaine dernière, c'était son anniversaire. Je n'avais pas envie d'y aller, mais je me suis dit que je devais au moins faire acte de présence. Je lui ai acheté un cadeau, rien d'excessivement cher, mais quelque chose que je pensais attentionner, une montre connectée, toute neuve, dans sa boîte. Elle m'a tout de même coûté plus que ce que je pouvais me permettre, et j'ai même sauté quelques repas pour l'acheter, même si je n'en ai parlé à personne. J'arrive chez son père, et la maison est pleine de ses amis et de sa famille. Je rentre, je lui souhaite un joyeux anniversaire, et il me jette à peine un regard. J'essaie de le prendre dans mes bras, mais il se recule, comme si je l'embarrassais. Son père le remarque et ricane, me disant de ne pas faire de scène devant tout le monde. Quand vient le moment des cadeaux, le mien est ouvert en dernier. Il déchire le papier, regarde la boîte et dit, sans émotion, « Ah, merci. » Pas de sourire. Je lui demande s'il en a déjà une, et il répond, « Non, mais je voulais autre chose. » Son père éclate de rire et dit, « On dirait que t'as pas reçu le mémo, » et tout le monde rit aussi, comme si j'étais la plaisanterie du jour. Je reste là, avec les bouts de papier déchirés dans les mains, pendant qu'il pose mon cadeau sans un mot de plus. Puis sa tante me demande de tenir le téléphone pour prendre des photos. Je suis censé sourire et faire comme si de rien n'était, mais je ne l'ai pas fait. J'ai posé le papier cadeau, je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit ce que je gardais en moi depuis des années, que j'aurais voulu qu'il naisse fille, que je n'avais jamais voulu de fils, qu'il n'avait jamais été désiré, et que si je pouvais revenir en arrière, je ferais un autre choix. La pièce est restée silencieuse pendant 2 secondes avant que son père ne me dise de partir, alors je l'ai fait. Je suis parti sans dire au revoir et j'ai bloqué tout le monde dès que je suis monté dans ma voiture. 2 jours plus tard, j'ai appris par un voisin que mon fils avait disparu juste après mon départ. Personne ne savait où il était. Son père est venu frapper à ma porte ce soir-là pour me demander si je l'avais vu, et j'ai dit non. Je n'ai même pas eu la curiosité de demander où ils avaient cherché. Puis j'ai appris qu'il était chez ma sœur, la même sœur à qui je ne parle plus depuis 8 ans. Elle a toujours été moralisatrice, toujours à se croire supérieure. Le 3e jour, il est revenu. Mais pas seul. Il s'est présenté à ma porte avec ma sœur et un homme en costume. Il s'avère qu'elle avait engagé un avocat. Ils ont dit qu'ils allaient me poursuivre pour abus émotionnels et qu'ils voulaient des déclarations, des preuves, tout. Je ne les ai même pas invités à entrer. Je leur ai dit que je n'allais pas jouer à leur petit jeu et j'ai refermé la porte. Depuis, mon téléphone ne cesse de sonner, rempli de messages de la famille disant que je suis allé trop loin. Je ne pense pas. J'ai simplement dit la vérité, ce n'est pas le fils que je voulais, et il ne le sera jamais. Mise à jour 1. Cela fait 2 semaines depuis l'anniversaire. Mon fils ne m'a pas adressé un mot. Pas un message, pas un appel, rien. Chaque fois que je regarde mon téléphone, il y a une nouvelle série de messages de ma sœur ou de son père, que j'ignore. La seule fois où je l'ai vu, c'était jeudi dernier, et c'était par hasard. Je sortais du supermarché, et il était assis dans la voiture de ma sœur, sur le parking, la capuche sur la tête, les yeux rivés sur son téléphone. Il n'a pas levé les yeux, n'a même pas réagi quand je suis passé à côté. Ma sœur m'a regardé comme pour me défier d'approcher. Je ne l'ai pas fait. J'avais du lait et du pain dans les mains, et je n'allais pas transformer ça en scène publique. Depuis ce jour, ma sœur a intensifié ses efforts. Elle m'a envoyé un long email sur le fait que je devrais remettre ma vie en ordre et assumer les dégâts que j'ai causés. Elle y avait joint des captures d'écran de messages que mon fils lui a envoyés, disant qu'il se sent enfin en sécurité chez elle. Je n'ai même pas tout lu, j'ai supprimé le mail à mi-chemin. Puis l'avocat m'a appelé, oui, appelé sur mon téléphone personnel, pour dire qu'il voulait organiser une rencontre volontaire avant que les choses ne s'enveniment. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par s'envenimer. Il m'a répondu qu'il préparait une demande d'ordonnance restrictive et des poursuites civiles. J'ai ri au téléphone et je lui ai dit de faire ce qu'il voulait. Il a commencé à parler d'ordonnance de protection et de déclaration d'impact, mais j'ai raccroché. Je pensais que ça s'arrêterait là. J'avais tort. Samedi matin, j'ai été réveillé par des coups violents à la porte. C'était son père et ma sœur. Mon fils était un peu en retrait, les bras croisés, le regard fixé au sol. Son père a essayé de parler plus fort que moi quand j'ai ouvert, disant que mon comportement était inacceptable et que je devais présenter des excuses à mon fils avant que la situation ne s'aggrave. Ma sœur hochait la tête, comme si c'était une sorte d'intervention.
Je leur ai dit que je ne m'excuserais pas d'avoir dit la vérité, que je n'avais pas voulu de fils, et que cela ne changerait pas. Ma sœur a commencé à me faire la morale sur le fait que je détruisais psychologiquement un mineur. Je lui ai rappelé qu'il n'était plus un enfant, il a 16 ans, assez grand pour me renvoyer l'attitude qu'il me donne depuis des années. Elle m'a traité de sans cœur. Je lui ai dit de quitter ma propriété. Ils ne sont pas partis tout de suite. Finalement, mon fils a parlé. Il a dit « Tu vas le regretter ». Puis il s'est tourné vers la voiture. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la journée, j'ai reçu une lettre de l'avocat dans ma boîte aux lettres. Elle disait qu'ils allaient poursuivre la procédure et que je devrais chercher une représentation légale. Je l'ai jetée à la poubelle. Je n'ai ni l'argent ni l'envie de jouer à leur jeu. S'ils veulent se battre, qu'ils gaspillent leur temps et leur argent. Maintenant, le reste de la famille prend parti. Certains m'écrivent pour dire que je suis allé trop loin. D'autres disent qu'ils me comprennent, mais aucun ne prend publiquement ma défense. Ma mère m'a appelé une fois et m'a dit de régler les choses avant qu'il ne soit trop tard. Je lui ai demandé, trop tard pourquoi? Pour qu'ils te détruisent la vie, a-t-elle répondu. En ce moment même, je suis assise dans ma cuisine, les stores fermés. Je ne veux plus jamais les voir entrer dans mon allée. Je ne veux plus voir le visage suffisant de ma sœur ni l'attitude fausse de mon fils. J'ai l'impression qu'ils m'acculent, qu'ils attendent que je cède. Je ne céderai pas. Mise à jour 2. Cela fait presque un mois depuis son anniversaire, et je sais que ma sœur est impliquée dans tout ça pour bien plus que la simple protection de mon fils. C'est l'histoire qu'elle raconte à tout le monde. C'est l'image qu'elle donne au reste de la famille. Mais moi, je la connais. Elle ne fait pas ça parce qu'elle tient à lui, elle le fait parce qu'elle me déteste. Il y a 8 ans, j'ai couché avec son mari, une seule fois. C'était un jour où nous étions tous les deux ivres, un accident, plus qu'autre chose. Il se plaignait d'elle, et moi, je me sentais seul. Je ne l'aimais même pas vraiment comme personne, mais j'ai aimé cette sensation d'avoir gagné quelque chose sur elle, juste une fois. Elle l'a découvert et me le reproche depuis ce jour. Elle ne m'a jamais pardonné. Elle n'a jamais voulu. C'est la vraie raison pour laquelle elle s'acharne sur moi maintenant. Elle veut me voir tomber, et utiliser mon fils comme pion, c'est pour elle le moyen parfait d'y parvenir. Mon fils ne sait rien de tout ça. Il pense sûrement qu'elle est simplement la tante attentionnée, celle qui est toujours de son côté. Je suis sûr qu'elle le gâte, qu'elle lui achète des choses, qu'elle le laisse faire ce qu'il veut chez elle. Elle ne se contente pas de l'héberger, elle achète sa loyauté, morceau par morceau. Son avocat ne cesse de m'envoyer des emails. Chaque message apporte de nouvelles preuves qu'ils veulent ajouter au dossier, des captures d'écran de messages entre elle et mon fils, des notes de phrases que j'ai dites dans le passé sorties de leur contexte, voire d'anciennes photos qu'elle manipule pour me faire passer pour instable. J'en supprime la plupart sans lire au-delà de la première ligne. Et puis est arrivé vendredi. Je sortais les poubelles sur le trottoir quand j'ai vu sa voiture entrer dans mon allée. Elle est sortie avant même que la voiture soit garée et a marché droit vers moi. Elle a commencé tout de suite, en haussant le ton, m'accusant de fuir l'inévitable et de me cacher des conséquences. Je lui ai dit de quitter ma propriété. Elle a continué d'avancer. Elle s'est plantée devant moi et a déversé tout ce qui lui passait par la tête, que j'étais une mère pathétique, que mon fils se porterait mieux sans jamais me revoir, que la seule chose que je savais faire, c'était détruire des vies. Je lui ai ri au nez, parce qu'elle s'attendait à ce que je perde mon sang-froid, que je pleure ou que je l'attaque, mais je ne lui ai pas offert cette satisfaction. C'est à ce moment-là que j'ai parlé de son mari. Je lui ai dit, au moins, moi, je n'ai jamais eu besoin de supplier mon mari d'être fidèle. Au moins, je ne suis pas resté marié à un homme qui préférait coucher avec sa propre belle-sœur plutôt qu'avec sa femme. Mais elle n'a pas gardé son calme. Elle m'a giflé. Ça ne m'a pas vraiment fait mal, mais j'ai réagi aussitôt, je l'ai repoussée. Elle est revenue vers moi, et avant même que je comprenne, on s'attrapait les cheveux, on se griffait, on se frappait. Elle est plus grande, mais je suis plus rapide, et aucune de nous ne retenait ses coups. Ce n'était pas une bagarre de film, c'était brutal, maladroit, pur chaos, des ongles, des tirages de cheveux, des cris. Je n'ai même pas remarqué que mon fils était là jusqu'à ce que je l'entende crier qu'on arrête. Je ne sais pas s'il était resté dans la voiture depuis le début ou si elle l'avait amené pour regarder, mais soudain il était entre nous. Il a d'abord essayé de la retenir, puis moi. Ça n'a servi à rien, nous étions trop lancés. On continuait à se pousser, en l'ignorant complètement. À un moment, il m'a attrapé par le bras et je l'ai repoussé si violemment qu'il a perdu l'équilibre. C'est là qu'il s'est mis à hurler sur nous deux, disant qu'on se comportait comme des déchets, que j'étais la raison pour laquelle la famille était un désastre, et qu'elle empirait tout. Aucune de nous n'a arrêté. Ce n'est que quand j'ai entendu une voix crier de l'autre côté de la rue que j'ai réalisé qu'un voisin était sur son perron, téléphone en main. Quelques minutes plus tard, une voiture de police est arrivée. L'agent nous a ordonné de nous séparer. Ma sœur s'est mise à pleurer immédiatement, comme si elle venait d'être agressée sans raison. Ses cheveux étaient ébouriffés et elle avait quelques égratignures sur le bras. J'en avais aussi, mais je n'allais pas les montrer pour susciter de la pitié. Le policier a demandé si l'une de nous voulait porter plainte. J'ai dit non. Elle a dit qu'elle allait y réfléchir. Ils lui ont dit de partir, et elle a fait tout un numéro en retournant à sa voiture avec mon fils, comme si elle devait le protéger de moi. Il ne m'a pas regardé une seule fois.
Il est monté côté passager, les yeux fixés sur son téléphone, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Je suis resté là, dans l'allée, en tremblant. Pas de peur, de colère. Je savais qu'elle utiliserait cette bagarre comme preuve que je suis dangereuse. Je ne serais pas étonné qu'elle arrive au tribunal avec une minerve, prétendant que je l'ai attaquée devant un mineur. Le lendemain matin, j'ai trouvé une autre lettre de son avocat dans la boîte aux lettres. Elle mentionnait des violences physiques en présence d'un mineur et expliquait que cela renforcerait leur dossier d'abus émotionnel. Je n'ai même pas fini de la lire, direction la poubelle. Maintenant, le reste de la famille me traite comme si j'étais toxique. 2 cousins m'ont écrit pour dire qu'ils avaient entendu dire que j'avais attaqué ma sœur. Ma mère est entièrement de son côté, disant qu'elle protège mon fils. Mon père ne se mêle pas de tout ça. La moitié des gens que j'ai connus toute ma vie m'ignorent. L'autre moitié m'envoie des messages pour dire qu'ils n'en reviennent pas de ce que j'ai fait. Je sais comment tout cela va finir, elle va le garder chez elle, continuer à l'empoisonner contre moi, pousser l'affaire jusqu'à ce qu'elle aille au tribunal ou que j'abandonne. Elle aura sa victoire publique, dira à tout le monde qu'elle l'a sauvé de moi, et il la croira. Peut-être que c'est plus simple s'il reste là-bas. Au moins, je n'aurai plus à regarder son visage en faisant semblant de ressentir quelque chose que je ne ressens pas. Mais si ma sœur croit que je vais supplier, elle est folle. Mise à jour 3. Lundi dernier, je me suis réveillé avec 10 appels manqués et je ne sais combien de messages. Mon téléphone vibrait sans arrêt, des cousins, d'anciens collègues, même une voisine à peine connue. Ils m'envoyaient tous le même lien. Ma sœur avait publié un long message sur Facebook, expliquant qu'elle prenait le rôle de protectrice de son neveu contre une mère négligente, c'est-à-dire moi. Elle n'a jamais écrit mon nom, mais elle n'en avait pas besoin, tout notre entourage savait très bien de qui il s'agissait, c'est pour ça qu'ils m'ont tous envoyé le lien. Tout un paragraphe sur le fait que le lien du sang ne donne pas le droit d'abuser de quelqu'un, et que la vraie famille, c'est celle qui est là pour vous. Elle avait joint plusieurs photos d'elle et de mon fils, prises ces dernières semaines, lui, souriant avec une nouvelle console de jeu dans les mains, assis à côté d'elle dans un restaurant, ou encore elle, le serrant dans ses bras devant sa maison. Elle voulait que tout le monde voie qu'il est désormais heureux loin de moi. En quelques heures, des dizaines de personnes avaient partagé la publication. Certains ont commenté des choses comme « Heureusement que ce garçon a une tante meilleure que sa mère ». D'autres ont tagué des amis communs pour qu'ils soient au courant. Quelques personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé des messages pour me demander si c'était vrai, comme si j'allais perdre mon temps à leur répondre. 2 jours plus tard, mon fils a fait sa propre publication. Moins directe, mais tout aussi ciblée contre moi. C'était juste une story Instagram avec un fond noir et du texte blanc, je suis reconnaissant pour la tante que j'ai eue, tous les fruits de cet arbre ne sont pas venus au monde pourri. Mercredi, je les ai croisés à la pharmacie. J'étais dans la file, mon ordonnance dans une main et un panier d'articles dans l'autre. La porte s'est ouverte et ma sœur est entrée, avec lui juste derrière elle. Elle m'a vu immédiatement. Mais elle n'a pas bronché, elle a simplement continué à marcher jusqu'au comptoir comme si je n'existais pas. J'ai gardé les yeux fixés devant moi. Ma sœur m'a lancé un petit sourire moqueur. Aucun des deux n'a parlé. Ce soir-là, j'ai reçu un nouvel email de son avocat. Ils disent qu'ils vont faire venir un thérapeute agréé en tant qu'expert pour témoigner des dégâts émotionnels que j'aurais causés. J'ai éclaté de rire en lisant ce passage, comme si un inconnu, après 20 minutes de discussion devant un juge, pouvait expliquer quoi que ce soit de tout ça. J'ai supprimé l'email sans répondre. Samedi soir, on a frappé à ma porte, presque à 22h. C'étaient 2 policiers. L'un d'eux m'a dit qu'ils avaient reçu une demande de vérification de bien-être de la part de ma sœur. Elle leur avait dit qu'elle était très inquiète pour mon état mental et que mon fils pensait que je pourrais me faire du mal ou blesser quelqu'un. Je leur ai dit en face que c'était un mensonge destiné à m'harceler. Malgré tout, ils sont entrés, ont fait le tour des pièces et m'ont posé quelques questions basiques sur ma santé et ma sécurité. J'ai répondu le plus brièvement possible. Je n'allais rien leur donner qu'ils puissent utiliser contre moi. Au bout de 10 minutes, ils sont partis. Le lendemain matin, j'ai enfin envoyé un message à mon fils, le premier depuis son anniversaire. Il disait, « Si tu crois pouvoir m'intimider avec tout ça pour obtenir quelque chose de moi, tu te trompes. » Je sais qu'il l'a lu, car il a les accusés de lecture activée. Mais il n'a pas répondu. Plus tard dans la journée, ma mère m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait vu les publications en ligne et qu'elle avait honte de moi. Elle ne criait pas, mais sa voix avait ce ton qu'elle prenait quand j'étais enfant, celui qui disait qu'elle m'avait déjà jugé coupable. Elle m'a dit que je devais assumer mes actes avant que tout cela n'aille jusqu'au procès. J'ai répondu qu'il n'avait rien contre moi. Elle a essayé d'argumenter, disant que si je ne réglais pas la situation, je ne perdrais pas seulement mon fils pour toujours, j'aurais aussi de sérieux problèmes légaux. Je lui ai répondu que perdre mon fils ne serait pas si terrible, parce qu'un fils ne traînerait pas sa mère en justice. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis elle a raccroché. 2 jours plus tard, en rentrant du travail, j'ai trouvé une feuille collée à ma porte. C'était de la part de l'avocat de ma sœur, mais cette fois, il y avait un sceau officiel du tribunal. C'était une convocation. Dans 2 mois. Les accusations, abus émotionnels sur mineurs et altercations physiques en présence d'un mineur. Ils joignent à l'affaire tous les drames des dernières semaines.
J'ai arraché la feuille et je l'ai jetée à la poubelle sans finir le premier paragraphe. Depuis, j'ai remarqué que les gens me traitent différemment en public. La caissière du supermarché ne me parle plus. Une voisine avec qui je bavardais autrefois quand on allait chercher le courrier rentre chez elle dès qu'elle me voit. Je sais que certains pensent que c'est le moment où je devrais commencer à regretter. Mais non. Je ne vais pas m'asseoir ici et prétendre que j'ai soudain découvert un amour maternel que je n'ai jamais ressenti. J'ai mis au monde un monstre, et je ne ressens aucun amour pour lui. Je ne vais pas faire semblant d'être une bonne mère juste parce que les gens attendent d'une mère qu'elle aime quoi qu'il arrive. Vous avez vu à quel point il est horrible, que même quand j'ai essayé, même quand je lui ai acheté un cadeau, il s'en fichait complètement. Ça a toujours été comme ça, et c'est pour cette raison qu'il m'a été impossible de l'aimer. Ma sœur essaie de profiter de la situation, de me provoquer pour se venger, mais tout ce qu'elle fait, c'est prouver pourquoi j'ai coupé les ponts avec la famille depuis des années. Ma sœur veut jouer les sauveuses. Elle veut les likes Facebook, les commentaires sur la merveilleuse tante qu'elle est, et sur la mauvaise mère que je suis, les tape dans le dos en public. Qu'elle les prenne. Si elle pense qu'elle le sauve, très bien, qu'elle le fasse. Mais je ne vais pas ramper pour demander pardon. C'est hors de question. Je sais exactement comment tout cela va finir, elle va continuer à le garder chez elle, à lui acheter des choses, à lui remplir la tête avec des histoires sur à quel point je suis terrible. Elle portera l'affaire jusqu'au procès. Et même si elle ne gagne rien de concret, elle s'en sortira en disant qu'elle a gagné. Je m'en fiche. Je sais ce que je suis, et je sais à quel point mon fils a été difficile toutes ces années. Mise à jour 4. La date du procès est arrivée plus vite que je ne le pensais. Je n'ai pas engagé d'avocat, je n'allais pas dépenser mon argent pour quelque chose que je ne prends pas au sérieux. Ma sœur peut dilapider toutes ses économies dans ce cirque si elle veut, mais je ne vais pas faire semblant que c'est une grande bataille dramatique pour la justice. Ils n'ont rien contre moi, alors un avocat aurait été une perte d'argent. Le matin de l'audience, je suis entré seul dans le tribunal. Ma sœur était déjà là, avec mon fils et son avocat. Elle était habillée comme pour un enterrement, tout en noir. Mon fils portait une chemise que je n'avais jamais vue, probablement achetée par elle. Il ne m'a pas regardé. Quand on nous a appelés, son avocat a immédiatement commencé son discours bien préparé sur un mineur vulnérable soumis à des années d'hostilité verbale, culminant dans un événement ayant causé de graves dommages émotionnels. Puis ils ont évoqué la bagarre dans mon allée. Ma sœur essuyait ses yeux comme si elle avait à peine survécu à l'attaque. L'avocat a parlé d'une démonstration alarmante de violence physique devant le mineur, en d'autres termes, nous nous sommes battus et mon fils a vu. Quand ce fut mon tour de parler, le juge m'a demandé si j'avais quelque chose à dire. J'ai répondu que c'était un gaspillage de ressources judiciaires et qu'il n'avait rien d'autre que le fait que je n'avais jamais pu aimer mon fils parce qu'il avait toujours été un enfant difficile. J'ai dit que je n'avais jamais voulu de fils, mais que j'avais essayé pendant des années de ressentir quelque chose pour lui, mais que des situations comme celle-ci me prouvaient qu'il ne méritait aucun amour. J'ai vu mon fils se raidir quand je l'ai dit. Bien. Au moins, il écoutait. Le juge m'a demandé si je comprenais l'impact de mes paroles. J'ai répondu oui, mais que cela ne changeait rien à la vérité. Je n'étais pas là pour supplier, ni pour gagner des points. J'étais là parce que j'y étais obligé. L'avocat de ma sœur m'a demandé si j'accepterais de suivre une thérapie familiale dans le cadre d'un règlement. J'ai dit non. Puis il a demandé si j'accepterais que mon fils vive à plein temps chez ma sœur. J'ai répondu qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Je ne me battrais pas pour le garder chez moi. Le juge m'a regardé comme si j'avais deux têtes. Au final, il n'a imposé aucune amende, mais a accordé une ordonnance de non-contact temporaire de 90 jours pour la stabilité émotionnelle du mineur. Cela signifie que je n'ai pas le droit de l'appeler, de lui envoyer un message ou de le voir avant l'expiration du délai. Ma sœur avait l'air d'avoir gagné au loto. Mon fils ne m'a pas regardé une seule fois en sortant. En rentrant chez moi, il y avait déjà une nouvelle publication d'elle sur Facebook, une photo d'elle et de mon fils devant le tribunal, avec la légende « Nous avons franchi une étape importante ». Des dizaines de commentaires l'encensaient. Des gens l'appelaient un ange, la tante que tout enfant devrait avoir. Je l'ai regardé une trentaine de secondes avant d'éteindre mon téléphone. Maintenant, je suis assise ici, dans ma cuisine, les stores fermés. L'ordonnance de non-contact me convient très bien, ça veut dire que je n'ai pas à supporter ni lui, ni elle, jusqu'en novembre. D'ici là, peut-être qu'il aura compris que je ne courais pas après lui. Peu importe. De toute façon, je sais ce que les gens pensent en lisant tout ça. Ils veulent croire que, au fond, chaque parent aime son enfant, qu'au fond, je souffre et qu'il me manque. Ils se trompent, je ne ressens rien. Et si cela fait de moi la méchante, qu'il en soit ainsi. Mise à jour 5. L'ordonnance de non-contact a pris fin la semaine dernière. Les 90 jours sont passés plus vite que je ne l'aurais cru. Je n'ai pas entendu un seul mot de sa part, ni de celle de ma sœur, pendant tout ce temps. Pas que j'en ai eu envie. Le jour où elle a expiré, je m'attendais à ce que ma sœur débarque chez moi pour continuer à faire des histoires. Rien de tout cela n'est arrivé, donc tout allait bien. 2 jours plus tard, je suis allé au supermarché tôt le matin, pour éviter de croiser qui que ce soit. Ça n'a pas marché. J'étais à mi-chemin du rayon des fruits et légumes quand j'ai entendu mon nom. Je me suis retourné et je l'ai vu là,
avec un chariot et un sac de pommes. Il avait changé. 90 jours, c'est court, mais pour un adolescent, c'est beaucoup. Il a dit, il faut qu'on parle. J'ai répondu, non, on n'a rien à se dire. Il est resté immobile quelques secondes, puis m'a demandé pourquoi je n'avais pas essayé de le contacter une fois l'ordonnance levée. J'ai dit que c'était parce que je n'en avais pas envie. Son visage a changé, là, en plein magasin. Il m'a demandé si ça me faisait quoi que ce soit à l'idée de ne plus jamais le revoir. Je lui ai dit que j'étais très bien avec ça. Les gens ont commencé à nous regarder, alors il est parti sans rien dire de plus. J'ai continué mes courses. Plus tard dans la journée, ma sœur m'a envoyé un message. Elle était visiblement en colère, mais je l'ai supprimé sans répondre. Depuis, j'entends des choses à travers les autres. Apparemment, mon fils dit qu'il ne reviendra pas. Il dit qu'il va terminer le lycée en vivant chez elle, puis couper tout contact définitivement. Certains membres de la famille ont essayé de me culpabiliser, me disant que je regretterais de laisser faire ça. Je leur réponds toujours la même chose, on ne regrette pas quelque chose qu'on a voulu. Ce week-end, il y a eu un barbecue de famille chez mes parents. Je n'y suis pas allé, mais j'ai vu les photos en ligne, ma sœur, mon fils, les autres, tous souriants, tous soudés comme une famille. Ça m'a tout dit. C'est peut-être mieux pour nous deux. La seule chose dont je suis certaine, c'est que je ne présenterai pas d'excuses. Ni maintenant, ni jamais. Commentaire. J'ai lu vos publications depuis le début, et pour une raison que j'ignore, j'attendais même la suite. Au départ, je voulais compatir, croire que votre fils était le méchant de l'histoire parce qu'il avait mal réagi à votre cadeau. Mais chaque nouveau message de votre part vous fait passer un peu plus pour une personne narcissique, avec d'autres troubles mentaux que je ne peux pas définir, je ne suis pas professionnel de santé mentale. C'est ce qui arrive plus vous écrivez, on voit de plus en plus que vous n'êtes pas la victime. Certaines phrases vous trahissent, vous font passer pour la méchante. Je pense qu'il y a des choses que vous ne dites pas, et j'espère qu'un jour quelqu'un les dira. Je n'attends pas ça de vous, parce que vous êtes tellement enfermé dans votre monde où vous êtes la bonne personne qu'on ne peut pas espérer d'honnêteté de votre part. J'espère que votre fils, votre sœur ou votre ex pourront nous donner une version plus complète de ce qu'il s'est passé. Quoi qu'il en soit, si je dois me faire une opinion, je n'ai aucun doute, vous êtes une mauvaise mère. Et il y a bien plus que l'histoire du cadeau rejeté. L'infidélité avec votre beau-frère n'est qu'un grain de sable dans toute votre attitude. Publication du fils. Je n'ai jamais écrit mon histoire sur Reddit, mais comme moi, j'ai des amis qui l'utilisent, et certains aiment lire ce genre de récits. C'est comme ça que j'ai découvert les publications de ma mère. Ils ont commencé à les lire et ont trouvé que ça lui ressemblait, parce qu'ils étaient présents à mon anniversaire, et ce qu'elle racontait correspondait étrangement, avec juste quelques détails changés. Mais avec l'histoire de la bagarre avec ma tante, ils ont été sûrs que c'était bien elle. Je lis ses posts depuis l'avant-dernière mise à jour, mais j'ai attendu la fin du procès, et même qu'elle publie son propre message avant d'écrire le mien. Je ne voulais pas la faire paniquer et l'empêcher de continuer à mentir ici. Je pourrais faire une longue publication, ou une série entière, mais ce que je vais raconter suffira à vous donner une idée du genre de mère qu'elle est. Pas besoin de revenir sur tout ce qu'elle m'a fait, ni de détailler depuis mes 12 ans. Je veux simplement clarifier certaines choses, surtout à propos du procès, pour que tout soit un peu plus clair. Je vais commencer par mon anniversaire, chez mon père. Ce n'était pas la première fois qu'elle me disait qu'elle regrettait de m'avoir eu parce qu'elle voulait une fille, sauf que cette fois, elle l'a dit devant tout le monde, y compris mes amis. Ce n'est pas que mes amis n'étaient pas au courant, on parle de tout entre nous, mais l'entendre ainsi, publiquement, ça m'a détruit et a gâché toute la journée. Alors je suis parti. Et oui, je suis allé chez ma tante, parce qu'elle m'a proposé de venir pour que je puisse m'éloigner de là. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai déménagé chez elle plutôt que de vivre avec mon père, contrairement à ce qu'a dit ma mère, ce n'est pas vrai. Je passe beaucoup de temps chez ma tante, j'y dors parfois, mais j'ai surtout vécu chez mon père. Ce qui la dérange, c'est que je vois ma tante comme une figure maternelle, et qu'on fasse beaucoup de choses ensemble. Je crois que c'est parce que je n'ai jamais vraiment eu de mère, et que j'en avais besoin. Je suis aussi au courant de l'infidélité entre ma tante et mon oncle et ma mère. Je le sais depuis un moment, mais je m'en fiche. Je voulais juste le préciser, parce que je crois que ma mère a prétendu que je ne savais pas. Concernant le cadeau, sa soi-disant montre connectée, eh bien, ce n'en était pas vraiment une. C'était une montre, peut-être un peu intelligente, mais une montre pour enfants, avec sur la boîte une mention d'âge minimum pour ne pas avaler les pièces. C'est ce genre de montre qu'elle m'a offerte. Je ne pense pas qu'elle ait sauté des repas pour me l'acheter, et personne qui la voit en vrai ne croirait qu'elle se prive de nourriture. Je ne dis pas ça pour me moquer de son poids, mais parce que c'est absurde de parler de sacrifice quand on n'en a jamais fait un seul pour moi. Passons maintenant à la bagarre, celle que ma mère prétend que ma tante a provoquée. Ma tante était venue récupérer certaines de mes affaires, mais ma mère ne voulait pas la laisser entrer. En plus de ça, elle a essayé de la provoquer en parlant du mari qu'elle lui avait volé. Évidemment, ce n'était pas dans l'ordre qu'elle raconte, mais ma mère aime mentir pour paraître victime, et c'est ce qu'elle faisait dans son poste. Ma tante n'a même pas été la première à frapper, c'est ma mère. Elle l'a fait quand elle n'a pas obtenu la réaction qu'elle espérait de sa sœur.
Je n'ai fait que crier à ma mère d'arrêter la bagarre, mais elle n'a pas écouté, pas avant que la police n'arrive. C'est pour ça que les policiers ont proposé à ma tante de porter plainte, même les voisins avaient vu le début, quand les cris ont commencé. Ma tante l'a fait, mais ma mère n'a pas été arrêtée, elle a juste eu quelques conséquences légales qu'on a ensuite utilisées lors du procès. Le procès n'était pas juste une audience pour la tenir éloignée un moment, c'était parce que ma tante, mon père et moi en avions assez d'elle. C'est pourquoi ma tante a aidé mon père à poursuivre ma mère pour toutes les années de négligence pendant lesquelles elle avait la garde partagée. Je ne sais pas pourquoi ma mère avait demandé la garde partagée ni pourquoi elle l'avait obtenue, mais c'était une erreur, et on a voulu la corriger. Le juge lui a donc retiré, et il lui a aussi ordonné de verser une pension alimentaire à mon père, comme si elle n'avait jamais eu la garde. Il n'y a pas eu d'ordonnance restrictive, donc je ne sais pas de quoi elle parlait avec ses 90 jours. Peut-être faisait-elle référence au moment où elle a enfin payé intégralement la compensation décidée par le juge. Et cela nous amène à cette rencontre au supermarché, où j'étais seul. Ma tante était un peu malade, alors j'avais proposé de faire les courses pour elle. Jusque-là, nous avions croisé ma mère quelques fois, mais soit j'étais avec ma tante, soit j'évitais de l'approcher. Cette fois, c'est elle qui est venue vers moi, pour m'agresser verbalement, parce que je lui avais fait perdre une grosse somme d'argent. Elle m'a encore dit qu'elle ne m'avait jamais voulu et qu'elle ne serait jamais une mère pour moi. Ça me va très bien, car je n'ai jamais cherché à lui parler ni à garder un lien avec elle. J'ai tellement souffert à cause de cette femme que la dernière chose que je veux, c'est qu'elle fasse encore partie de ma vie. C'est déjà assez long, et raconter tout le reste rendrait ce message interminable. Je pense que c'est suffisant pour que vous compreniez quel genre de mère elle est. Commentaire, je le savais, et j'en avais besoin, j'avais besoin de la version du fils. Oui, ta mère est encore pire que ce que j'imaginais.